quoi qu'en disent certains, il n'existe pas de loi naturelle, loi des salaires, qui déterminerait la part du produit de son travail qui revient au travailleur. Si on veut formuler une loi, elle ne pourrait être que celle-ci. Normalement, le travail ne peut pas descendre au-dessous de cette part qui est nécessaire au maintien de la vie. Pas plus qu'il ne peut normalement s'élever jusqu'à ne laisser aucun profit au patron. Il est clair que, dans le premier cas, les ouvriers mourraient et ne toucheraient donc plus de salaire, et que dans le second cas, les patrons cesseraient de faire travailler et ne paieraient donc plus de salaire. Mais entre ces deux extrêmes impossibles, il y a une infinité de degrés qui vont des conditions de misère de nombre des travailleurs agricoles jusqu'à celles presque décentes des ouvriers des grandes villes qui ont de bons métiers. Le salaire, la durée de la journée de travail et toutes les autres conditions de travail sont le résultat de la lutte entre patrons et ouvriers. Les patrons cherchent à donner le moins possible aux ouvriers et à les faire travailler jusqu'à épuisement complet. Les ouvriers cherchent, ou devraient chercher, à travailler le moins possible et à gagner le plus possible. Quand les travailleurs se contentent de n'importe quoi, ou quand, tout en n'étant pas contents, ils ne savent pas opposer de résistance valable au patron, ils sont rapidement réduits à des conditions de vie animale. Quand, au contraire, ils se font une idée quelque peu élevée de la façon dont devraient vivre des êtres humains, quand ils savent s'unir et, refusant de travailler et menaçant implicitement ou explicitement de se révolter, ils savent imposer le respect au patron, alors ils sont traités de façon relativement supportable. De sorte que l'on peut dire que, dans certaines limites, le salaire est celui que l'ouvrier exige. L'ouvrier en tant que classe s'entend et non pas en tant qu'individu. C'est donc en luttant, en résistant au patron que les travailleurs peuvent empêcher, jusqu'à un certain point, que leurs conditions ne s'aggravent, et qu'ils peuvent même obtenir de réelles améliorations. C'est là une vérité que l'histoire du mouvement ouvrier a démontrée. Cependant, il ne faut pas exagérer la portée de cette lutte menée entre ouvriers et patrons sur le terrain exclusivement économique. Les patrons peuvent céder, et cèdent souvent devant les exigences des ouvriers énergiquement exprimées, tant qu'il ne s'agit pas de prétentions trop énormes. Mais si les ouvriers se mettaient à vouloir, et il est urgent qu'ils s'y mettent, être traités de façon telle que le patron n'y trouverait plus de profit et qu'il y aurait ainsi expropriation indirecte, il est bien certain que les patrons feraient appel au gouvernement et chercheraient par la violence à contraindre les ouvriers à rester à leur place d'esclaves salariés. De plus, bien avant que les ouvriers ne puissent exiger de recevoir comme rémunération de leur travail l'équivalent de tout ce qu'ils ont produit, la seule lutte économique devient impuissante à poursuivre l'amélioration des conditions des travailleurs. Les ouvriers produisent tout, et sans eux, il n'est pas possible de vivre. Il semblerait donc qu'ils pourraient imposer tout ce qu'ils veulent en refusant de travailler. Mais l'union de tous les travailleurs, ne serait-ce que d'un seul métier ou d'un seul pays, est difficile à obtenir. Et à l'union des ouvriers s'oppose l'union des patrons. Les ouvriers gagnent leur vie au jour le jour. S'ils ne travaillent pas, ils ne tardent pas à manquer de pain, alors que les patrons disposent, avec l'argent, de tous les produits accumulés qu'ils peuvent donc tranquillement attendre que la faim ramène leurs salariés sous leur coupe. L'invention ou l'introduction de nouvelles machines rend inutile le travail d'un grand nombre d'ouvriers et augmente la grande armée des sans-travail que la faim contraint à se vendre à n'importe quelle condition. L'immigration ne tarde pas à apporter, dans les pays où les ouvriers ont réussi à vivre mieux, des foules de travailleurs faméliques qui, bon gré mal gré, permettent aux patrons de baisser les salaires.
Tous ces faits qui découlent nécessairement du système capitaliste réussissent à contrebalancer les progrès de la conscience et de la solidarité ouvrière. Ils vont souvent plus vite que les progrès en question et les arrêtent et les détruisent. Et, en tout cas, il y a toujours ce fait primordial. En système capitaliste, chaque capitaliste organise la production à son profit individuel et non pas pour satisfaire les besoins des travailleurs de la meilleure façon possible, comme ce serait naturel. D'où le désordre, le gaspillage des forces humaines, la rareté voulue des produits, les travaux inutiles et préjudiciables, le chômage, les terres incultes, l'emploi limité des machines, etc. Autant de maux qui ne peuvent être évités que si l'on enlève aux capitalistes la possession des moyens de travail et par là même la direction de la production. Les ouvriers qui veulent s'émanciper ou même seulement améliorer sérieusement leurs conditions se trouvent rapidement dans la nécessité de se défendre contre le gouvernement et d'attaquer le gouvernement qui, en légitimant le droit de propriété et en le défendant par la force brutale, constitue une barrière au progrès. Barrière qu'il faut abattre par la force, si on ne veut pas rester perpétuellement dans l'état actuel des choses ou en connaître d'autres pires encore. Il faut passer de la lutte économique à la lutte politique, c'est-à-dire à la lutte contre le gouvernement. Et au lieu d'opposer aux millions des capitalistes les quelques centimes réunis à quelques peines par les ouvriers, il faut opposer aux fusils et aux canons qui défendent la propriété les moyens les meilleurs que le peuple pourra trouver pour vaincre la force par la force. Chapitre 4. La lutte politique. Par lutte politique, nous entendons la lutte contre le gouvernement. Le gouvernement est l'ensemble des individus qui détiennent le pouvoir de faire la loi et de l'imposer aux gouvernés, c'est-à-dire aux gens, quelle que soit la façon dont ce pouvoir a été acquis. Il est la conséquence de l'esprit de domination et de la violence avec laquelle quelques hommes se sont imposés aux autres. Le gouvernement crée le privilège et est créé en même temps par le privilège dont il est le défenseur naturel. On dit que le rôle du gouvernement est actuellement de défendre le capitalisme, mais qu'une fois le capitalisme aboli, il représenterait et gérerait alors les intérêts de tous. C'est une erreur. D'abord, le capitalisme ne pourrait être détruit que lorsque les travailleurs, ayant chassé le gouvernement, prendront possession de la richesse sociale et organiseront la production et la consommation dans l'intérêt de tous, et dans leur propre intérêt, sans rien attendre d'un gouvernement qui ne serait pas capable de réaliser cela, même s'il le voulait. Bien plus, si le capitalisme était détruit et qu'on laisse subsister un gouvernement, ce dernier créerait de nouveau le capitalisme en concédant toutes sortes de privilèges. Comme il ne pourrait pas contenter tout le monde, il aurait besoin d'une classe économiquement puissante qui l'appuierait en échange de la protection légale et matérielle qu'il lui fournirait. On ne peut, par conséquent, abolir le privilège et établir solidement et définitivement la liberté et l'égalité sociale qu'en abolissant le gouvernement. Non pas tel ou tel gouvernement, mais le gouvernement en tant qu'institution. Mais il faut le consentement de l'ensemble de la population, comme pour tous les faits d'intérêt général, et plus encore que pour tout autre fait d'intérêt général. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de convaincre les gens que le gouvernement est inutile et nocif, et qu'on peut vivre mieux sans gouvernement. La seule propagande est impuissante à convaincre tout le monde. Nous l'avons déjà dit plus d'une fois. Et si nous voulions nous limiter à faire de la propagande contre le gouvernement, en attendant, sans rien faire d'autre, le jour où les gens seraient convaincus qu'il est possible et utile d'abolir complètement toute espèce de gouvernement, ce jour ne viendrait jamais.
en faisant toujours de la propagande contre toute espèce de gouvernement et en réclamant toujours la liberté intégrale, nous devons favoriser toutes les luttes pour les libertés partielles, parce que nous sommes persuadés que c'est en luttant qu'on apprend à lutter, et que, quand on commence à goûter un peu de liberté, on finit par la vouloir tout entière. Nous devons toujours être avec le peuple et faire en sorte qu'il veuille au moins quelque chose. Si nous ne réussissons pas à faire qu'il veuille beaucoup, nous devons faire en sorte qu'il apprenne à vouloir le conquérir lui-même et qu'il n'ait que haine et mépris pour quiconque est au gouvernement ou veut y aller. Par les lois, le gouvernement a aujourd'hui le pouvoir de régir la vie sociale, d'augmenter ou de restreindre les libertés des citoyens. Ne pouvant pas encore lui arracher ce pouvoir, nous devons chercher à l'amoindrir et à l'obliger à en user de la façon la moins nocive possible. Mais cela, nous devons le faire en étant toujours en dehors du gouvernement et contre lui, en faisant pression sur lui par l'agitation de la rue, en menaçant de prendre de force ce qu'on réclame. Nous ne devons jamais accepter de fonction législative, quelle qu'elle soit, générale ou locale, parce qu'ainsi, nous diminuerions l'efficacité de notre action et trahirions l'avenir de notre cause. La lutte contre le gouvernement est, en définitive, une lutte physique et matérielle. Le gouvernement fait la loi. Il doit donc disposer, pour imposer la loi, d'une force matérielle, armée, police. Sinon, n'obéiraient que ceux qui le voudraient. Et la loi cesserait d'en être une pour devenir une simple série de propositions que tous seraient libres d'accepter ou de refuser. Les gouvernements ont donc cette force et s'en servent pour pouvoir fortifier leur domination par des lois et favoriser les intérêts des classes privilégiées, en opprimant et en exploitant les travailleurs. La seule limite à l'oppression du gouvernement, c'est la force que le peuple se montre capable de lui opposer. Le conflit peut être ouvert ou latent, mais il y a toujours conflit. Car le gouvernement ne tient pas compte du mécontentement et de la résistance du peuple jusqu'à ce qu'il sente le danger d'insurrection. Quand le peuple se soumet docilement à la loi, et quand la protestation est faible et platonique, le gouvernement en prend à son aise sans se soucier des besoins populaires. Mais quand les protestations sont vives, insistantes, menaçantes, le gouvernement cède, ou encore réprime, selon qu'il se sent plus ou moins inspiré. Mais on en vient toujours à l'insurrection, parce que si le gouvernement ne cède pas, le peuple finit par se révolter. Et si le gouvernement cède, le peuple prend confiance en lui-même et veut toujours plus, jusqu'à ce que l'incompatibilité entre liberté et autorité devienne évidente et qu'éclate le conflit violent.